Je veux que d'ici 5 ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique. Le 28 novembre 2017 à Ouagadougou, au Burkina Faso, Emmanuel Macron, président de la République française, prononce un discours qui se voudra historique. Il se positionne en faveur de la restitution des œuvres d'art aux pays africains, alors indépendants depuis plus d'un demi-siècle. Cette déclaration provoque une onde de choc dans les sphères culturelles françaises mais aussi africaines. En effet, il y a d'un côté les acteurs du secteur qui sont favorables et de l'autre ceux qui expriment leurs réserves pour une multitude de raisons. Afin de comprendre en quoi ce sujet est brûlant, passionnant, Art Thunders a rencontré ces derniers mois différents protagonistes dont la vie peut vous permettre de bien comprendre les enjeux qui se cachent derrière ce processus de restitution. Il faut savoir que cette question des restitutions n'est pas une question nouvelle. Dès 1978, Amadou Matarbo, alors directeur de l'UNESCO, organise une table ronde à cet effet pour un retour des œuvres. Par la suite, il était son propos au journal de 20h sur TF1. Cette requête fera la une de la presse française. Il est certain que de nombreux peuples ont perdu des éléments fondamentaux de leur culture et qu'il est essentiel que certains de ces éléments fondamentaux reviennent dans leur pays d'origine. Mais nous distinguons les conditions d'acquisition de ces biens culturels. Il faut prendre les dispositions pour que la restitution ne se traduise pas par une dégradation, pour que ces œuvres puissent être conservées convenablement dans les pays qui les récupéreront. En 1982, un rapport est demandé à Pierre Conheim, alors inspecteur des musées de France, par l'État. L'objectif est de préparer une possible restitution. Cependant, il n'y aura pas de suite. En 2005, c'est Christiane Taubira, alors députée de la Guyane, qui écrit une lettre ouverte au Premier ministre de l'époque, Dominique de Villepin, en faveur de la restitution. En parallèle, de nombreuses manifestations sont organisées par des institutions telles que le CRAN, Conseil représentatif des associations noires, devant les institutions détenant encore les œuvres. Le 27 juillet 2016, Patrice Talon, président de la République du Bénin, fait une demande de restitution. Cette requête, très vite rejetée par notre Premier ministre de l'époque, Jean-Marc Ayrault, reprend tout son sens après le discours de Ouagadougou. Après le discours de Ouagadougou, Emmanuel Macron engage Bénédicte Savoy, historienne de l'art, et Phil Winsor, économiste, afin d'écrire un rapport sur le sujet. Les deux protagonistes se rendent dans de nombreux pays. Ils y rencontrent conservateurs et directeurs de musées afin d'étayer leurs propos. À Paris, le rapport crée un clivage entre les pros et anti-restitution. Certains conservateurs de musées estiment être complètement lésés et trahis par ce rapport qui juge favorable à la restitution. Qui appartenait au Sénégal. À Paola, nous avons demandé d'expliquer le principe d'inaliénabilité souvent mis en avant par les personnes anti-restitution. Le principe d'inaliénabilité a pour vocation de protéger les collections françaises. Par définition, le principe d'inaliénabilité, c'est le fait que lorsqu'une pièce rentre dans les collections françaises, dans le domaine public, elle ne peut être ni cédée ni vendue, puisqu'elle représente un intérêt national. Si on veut la faire sortir des collections françaises, il faut qu'elle soit déclassée par l'intermédiaire de la Commission scientifique nationale des collections, qui va décider si elle a perdu son intérêt national, c'est souvent arrivé. Pour le coup, les biens dont il s'agit ont été légués par le général Dodds, et par respect de la volonté du donateur, ces biens sont protégés par les collections françaises et ne peuvent être déclassés, à condition que l'on rédige une loi d'espèce ou une loi de circonstance qui permette de déroger à la loi d'inaliénabilité, puisque ce n'est pas un principe constitutionnel. Bernard Dulon, quant à lui, nous a expliqué les nombreux enjeux que l'on ne voit pas forcément, tels que les enjeux politiques et culturels d'une possible restitution. Le débat des restitutions, finalement, il est très simple. C'est un problème entre la morale d'un côté et la justice. Or, la morale et la justice sont les deux piliers fondamentaux de la société. C'est ce qui maintient tout le monde debout, les sociétés debout et tout. Alors, la morale dit l'Afrique n'a plus beaucoup d'objets à montrer à ses enfants pour leur montrer quel a été leur passé. La loi dit oui, mais le patrimoine français est inaliénable, est incessible. Comment arriver à concilier les deux? Et surtout, pourquoi le faire? Parce que pour le moment, les restitutions qu'on a faites sont assez étranges. La première chose qu'on offre à l'Afrique, le sabre de El Hadj Oumar,
C'est un peu comme si dans 50 ans, on restituait à l'Afghanistan la Kalachnikov de Ben Laden. Je voudrais quand même rappeler que le musée de Léopoldville, l'ancienne Kinshasa, à l'indépendance, contenait 7000 pièces. À partir de 1965, les 7000 pièces avaient disparu. Le musée de Douala, moi je l'ai vécu, on l'a vu disparaître tous les ans. Et maintenant, même le musée n'existe plus, mais les milliers de pièces qu'il y avait dedans ont disparu. Le musée de l'IFAN à Dakar, les beaux objets ont disparu. Le musée d'Abidjan, les beaux objets ont disparu. Et tout ça, c'est pas, excusez-moi, du pillage de l'époque de la colonisation. La colonisation a ouvert des musées dans chaque pays qui ont disparu après les indépendances. Alors, je ne veux pas aller contre l'histoire d'aujourd'hui, mais il faut quand même un petit peu se poser pourquoi le faire et comment le faire. Et surtout savoir si c'est pas du néocolonialisme de réimposer à l'Afrique une vision de son patrimoine qui n'est pas forcément la sienne. Il faut savoir que la proposition de loi pour la restitution des œuvres d'art est très courte. Elle ne comporte que 2 articles. Également, peu de députés étaient présents lors du vote de la loi qui a été adoptée à l'unanimité en octobre dernier. Voici les résultats. Votant 55, exprimé 49, majorité 25, pour 49, contre 0. Donc le texte est donc adopté. Du côté du Sénat, c'est une autre histoire. La commission détaillée a rejeté la proposition de loi le 16 décembre dernier, estimant vouloir mettre fin aux cadeaux diplomatiques. Tout temps, on sort au fur et à mesure des objets des collections françaises comme cadeaux diplomatiques. Où est-ce que l'on va ? Alors par curiosité, Artender s'est demandé comment cela se passait à l'étranger. Aux Pays-Bas, le système est différent du nôtre. La réflexion s'est faite entre les conservateurs et les chefs de groupes ethniques. Le 7 décembre, ils ont rendu leur décision et proposent une restitution davantage orientée vers l'humanité, la transparence et la bonne volonté. Au Royaume-Uni, il faut savoir que les musées sont gérés par des trusts, c'est-à-dire des entreprises, et c'est elles qui ont la décision de garder ou non les œuvres. Cependant, la reine a le droit de décider ou d'empêcher la restitution. Artender s'est également demandé ce qu'en pensaient les jeunes sur le continent africain. En effet, c'est eux les principaux concernés. Nous avons donc pris contact avec l'équipe de Culture Riche, un média abidjanais qui a pour vocation, objectif de promouvoir la culture ivoirienne. Wassia Koulibaly nous livre ses impressions. Je pense que beaucoup d'Africains s'intéressent à l'art, s'intéressent à la culture, s'intéressent au patrimoine, donc c'est tout à fait légitime quand on parle. Et c'est très intéressant de voir que diplomatiquement, il y a un jeu où on s'assoit et on commence à se dire bon, peut-être qu'il y a eu des torts qui ont été causés, il faut les réparer. Nos musées ont beaucoup d'informations, beaucoup d'œuvres qui sont reconstituées. C'est un patrimoine mondial, c'est vrai, c'est un patrimoine qui appartient à l'humanité tout entière, mais qui appartient d'abord aux Africains et je pense qu'on est les mieux placés pour en parler, pour les protéger, pour les mettre en avant. Aujourd'hui, moi qui ai fait l'école en Côte d'Ivoire, j'aurais aimé avoir plus accès à ces œuvres-là, donc je pense que fondamentalement, ça va contribuer à l'éducation de la jeunesse. Je pense qu'il faut faire confiance au jeu diplomatique. Je pense qu'on a toutes les compétences aujourd'hui, nous en Afrique, intellectuelles, en termes d'infrastructures aussi. On a tout le plateau qu'il faut pour pouvoir accueillir ces œuvres-là. D'autres pays du continent ont demandé la restitution. C'est par exemple le cas de la Côte d'Ivoire. En novembre dernier, nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec Dr Sylvie Melkassi, directrice du Musée des civilisations d'Abidjan. Nous allons procéder étape par étape. Il y a la 38e recommandation de l'UNESCO qui vient en appoint, qui parle justement du rôle que doivent jouer les musées aujourd'hui. Et dans le cadre de cette recommandation, cette convention, il est demandé aux musées de tous les pays et ceux qui partagent les mêmes objets d'entrer en relation d'échange et de pouvoir mutualiser les forces pour un profit équitable en toute légitimité de cette question et demander à un pays membre de l'UNESCO qui a ratifié aussi la convention ou qui a l'objet du pays de pouvoir le faire venir si soi-même on a ratifié la convention. D'accord, on va demander les 148, mais d'abord l'objet roi, c'est le Djidji Ayokoué. Depuis les années 1970,
La Côte d'Ivoire demandait le retour de ces pièces. Donc, le peuple brillé depuis toujours demandait que cet objet qui a été enlevé à la Côte d'Ivoire dans les années 1920 revienne en Côte d'Ivoire pour équilibrer les choses au niveau de la communauté. D'autres pays se sont vus restituer des œuvres en catimini dernièrement. C'est par exemple le cas de Madagascar qui a reçu la couronne de la reine, Ranavalona III. L'objet était conservé au musée de l'armée. La restitution est une problématique très complexe, avec de nombreux enjeux aussi bien politiques, culturels, sociologiques que historiques. Artenders a bien compris que pour l'instant, il y a une impossibilité de créer une loi cadre pour toutes ces restitutions. Le processus est d'ailleurs très long pour chaque demande. Cependant, les nouvelles demandes effectuées par les pays sont de plus en plus précises.